Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en 2 morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en 2, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en 2. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que la Terre va survivre? Notre satellite est divisé en 2 parties égales, mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les 2 morceaux se recolleront dans quelques millions d'années et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de Lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de Lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de Lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions. La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de Lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la Lune dans le ciel. La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La Lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la Lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude.
La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars, elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés, les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de séries, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés. Les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi. Désolé, bonne nuit. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser.
Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire. Et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut. Et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres. Du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie mer en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du XIXe siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors,
tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a été cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. Tu poses le pied sur la surface de la Lune. C'est dépaysant. Tu te sens clairement plus léger ici, et il est plus facile de marcher. Tu décides de mettre à exécution ce projet qui t'obsède. Sauter comme un cabri sur le satellite naturel de la Terre. Et malgré ton encombrante combinaison spatiale, tu t'envoles littéralement dans les airs. Wouhou! Ok, ça c'est fait. Tu continues ta promenade sur la surface de la Lune lorsque tu ressens quelque chose d'étrange. Le sol sous tes pieds tremble. On dirait qu'un tremblement de terre est en train de se produire sur la Lune. Mais c'est tout simplement impossible, ou peut-être pas. Surprenamment, ton intuition a vu juste cette fois-ci. Les séismes sur la Lune existent bel et bien. En fait, il existe 4 types de tremblements de Lune qui soient suffisamment puissants pour être détectés à grande distance. Il y a les tremblements de Lune profonds qui se produisent à près de 700 km sous la surface. Il y a ensuite les impacts de météorites. Les tremblements thermiques, eux, ont lieu lorsque la croûte lunaire glaciale se dilate. Ils se produisent lorsque le soleil matinal illumine le satellite après une nuit lunaire frigorifique de 2 semaines. Il y a aussi des tremblements de lune superficiels. Ce sont les seuls qui s'apparentent aux tremblements de terre de notre planète. Ces séismes lunaires se produisent à une profondeur de 20 à 30 km sous la surface. Ce sont les plus puissants et les plus dangereux. Entre 1972 et 1977, le réseau sismique Apollo a enregistré 28 séismes lunaires de ce type, et certains d'entre eux avaient une magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter. Sur Terre, un tel tremblement de terre serait assez fort pour fissurer le plâtre et déplacer des meubles imposants. De plus, les tremblements de lune superficiels durent très longtemps par rapport aux tremblements terrestres. Une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent durer jusqu'à 10 minutes. Un tremblement de terre moyen, quant à lui, dure généralement de 10 à 30 secondes. Les scientifiques ne sont toujours pas certains des causes des tremblements de lune superficiels, ni même l'endroit exact où ils se produisent. L'une des théories voudrait que ces séismes lunaires se produisent au bord de grands cratères, relativement récents, qui s'affaissent probablement de temps à autre. Il est intéressant de noter que la Lune et la Terre ne sont pas les seuls endroits où des séismes se produisent. Les scientifiques ont enregistré des séismes, des tremblements, des vibrations et des secousses dans d'autres régions de notre système solaire également. Prenons l'exemple de Mercure. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert que cette planète rétrécissait. Et c'est pourquoi elle semble être tectoniquement active. Prenons encore Vénus. Cette planète est un casse-tête tectonique pour les experts. À l'heure actuelle, Vénus n'a pas de plaque tectonique à proprement parler, et il se pourrait qu'elle n'en ait jamais eu. Mais sa surface présente des rides et des failles qui donnent l'impression qu'elle pourrait bien avoir des plaques tectoniques. D'un autre côté, ces caractéristiques pourraient être apparues des suites d'autres processus. L'activité volcanique par exemple. Mais même si nous n'avons pas encore observé de séismes sur Vénus, les chercheurs pensent qu'ils pourraient les détecter car leurs vibrations produiraient des ondulations dans l'épaisse atmosphère de la planète. Et maintenant, Mars. Nous savons avec certitude que cette planète est sismiquement active. Un module de la NASA a placé un sismomètre à la surface de la planète rouge. Et en 2019, il a réussi à mesurer son premier tremblement de Mars.
Par la suite, l'atterrisseur a continué à enregistrer des tremblements, mais ils étaient si faibles que s'ils se produisaient sur notre planète, ils seraient complètement couverts par le bruit de fond des océans terrestres. Mais un corps spatial n'a pas besoin d'être une planète à part entière pour avoir une tectonique active. Prenons Pluton. Cette planète naine est géologiquement active en ce moment même. En 2014, la sonde spatiale New Horizons de la NASA survolait le système de Pluton lorsqu'il a détecté des caractéristiques géologiques complexes sur cette planète naine. Les scientifiques en ont conclu que Pluton pourrait connaître des secousses lorsque son océan d'eau liquide gèle et dégèle sous sa croûte glacée. Les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que les lunes de Saturne, Titan et Encelade sont également actives géologiquement, en dépit de leur petite taille. Leurs caractéristiques vont des volcans et des panaches d'eau à de potentiels océans souterrains. Et maintenant, je parie que tu ne connais pas ces faits étonnants sur les tremblements de terre qui se produisent sur notre propre planète. Il y a un endroit sur Terre où se produisent 90% de tous les tremblements de terre. Il s'agit de la ceinture de feu qui s'étend autour de l'océan Pacifique, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Amérique du Sud. Ça ressemble plus à un fer à cheval qu'à une ceinture. Quoi qu'il en soit, les experts affirment que ces innombrables tremblements de terre sont causés par l'abondance de volcans dans cette région et par le mouvement constant des plaques tectoniques. Environ 1,5 million de tremblements de terre se produisent sur Terre chaque année, mais beaucoup d'entre eux se produisent très profondément dans la croûte terrestre, et seul un équipement de pointe peut les détecter. Nous ressentons environ 20% de tous ces tremblements de terre, et seulement 100 d'entre eux causent de réels dégâts. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en mai 1960. Il était d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter et a été véritablement dévastateur. Pendant le tremblement de terre, les sismographes ont détecté et enregistré des ondes sismiques qui ont parcouru la planète entière et elles ont secoué le globe pendant plusieurs jours. Quant au tremblement de terre le plus puissant survenu aux États-Unis, il était de 9,2 et s'est produit en Alaska. À propos, l'Alaska est, avec la Californie, l'État américain le plus exposé aux tremblements de terre et l'une des régions du monde les plus actives sur le plan sismique. Un tremblement de terre de magnitude 7 s'y produit presque chaque année. Un mégaséisme peut en fait raccourcir la durée d'une journée pour l'ensemble de la planète. La NASA affirme que les très gros tremblements de terre peuvent déplacer l'axe de notre planète et, par conséquent, modifier la durée du jour. Bien sûr, tu ne t'en rendras pas compte, puisque ce changement se mesure en microsecondes. Et qu'une microseconde, ce n'est qu'un millième de seconde. Les scientifiques pensent que le tremblement de terre de Sumatra de magnitude 9,1, qui s'est produit en 2004, a raccourci la journée de 6,8 microsecondes. Même les meilleurs spécialistes sont incapables de prédire un tremblement de terre. C'est essentiellement parce que les mécanismes qui engendrent les séismes se trouvent très profondément sous terre. Mais de nos jours, nous avons appris à calculer avec davantage de précision le moment où un tremblement de terre pourrait se produire. Les tremblements de terre peuvent être déclenchés par des éruptions volcaniques ou, à tout hasard, par des impacts de météorites. Mais la plupart d'entre eux sont causés par les mouvements des plaques tectoniques de notre planète. La surface de la Terre est constituée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. La pression augmente lorsqu'elle se déplace, ce qui peut entraîner la rupture de la croûte de notre planète. San Francisco se déplace en ce moment même vers Los Angeles. Et la vitesse de ce mouvement est d'environ 5 cm par an. C'est aussi rapide que la pousse de tes ongles. Cela se produit parce que les deux côtés de la faille de San Andreas, qui est une faille continentale s'étendant sur 1200 km à travers la Californie, glissent l'un sur l'autre. Ainsi, dans plusieurs millions d'années, Los Angeles et San Francisco seront voisines. Les lacs, les étangs et les canaux se réchauffent légèrement et commencent à sentir mauvais avant un tremblement de terre. Cela se produit parce que des gaz sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent. La plupart des animaux ressentent ces signes et modifient leur comportement en fonction. Ainsi, les scientifiques ont remarqué que les crapauds disparaissaient complètement avant un tremblement de terre en Italie en 2009. Mais dès que la catastrophe naturelle s'est achevée, ils sont revenus. Même après la fin d'un tremblement de terre, il se peut que tu vois encore de l'eau s'agiter dans ta piscine. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit d'un phénomène hydrodynamique appelé la sèche. L'eau peut continuer à clapoter pendant des heures après la fin du tremblement de terre. La piscine de l'Université d'Arizona, par exemple, a perdu de l'eau à cause d'une sèche causée par un tremblement de terre au Mexique qui s'était produit à 1200 km de là. Le 27 février 2010, un violent tremblement de terre s'est produit au Chili avec une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter. En conséquence, la croûte terrestre de cette région a été déchirée de façon si spectaculaire qu'une ville du nom de Concepción s'est déplacée de 3 mètres vers l'ouest. Un autre tremblement de terre a entraîné le rétrécissement de 3 cm de la plus haute montagne au monde, le mont Everest.
Cela s'est produit en 2015 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,5 a provoqué une réduction de plusieurs sommets de l'Himalaya. Les Japonais croyaient que les tremblements de terre étaient provoqués par le Namatsu, un poisson-chat gigantesque vivant dans la boue sous les îles japonaises. Le poisson s'agitait en tous sens, provoquant ainsi une activité sismique. Quant aux anciens Grecs, ils étaient persuadés qu'une puissante divinité marine, Poséidon, produisait les séismes en frappant la terre de son trident dans ses accès de colère. Selon la mythologie hindoue, enfin, ce sont 8 éléphants qui maintiennent la terre en place, eux-mêmes en équilibre sur le dos d'une immense tortue se tenant sur le corps enroulé d'un serpent encore plus grand. Et chaque fois qu'un de ces animaux bouge, un tremblement de terre se produit. Il fait nuit dehors, presque 2 heures du matin. Tu sors regarder le ciel, et voici la Lune, brillante et pleine. Tu penses peut-être en savoir beaucoup sur le satellite naturel de la Terre, mais laisse-moi te poser la question suivante. Comment s'est-elle formée ? La réponse est que personne ne le sait. Mais bien sûr, il existe quelques théories. La plus répandue, appelée hypothèse de l'impact géant, affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète. Cette planète devait être plus petite que la nôtre, approximativement de la taille de Mars. La collision elle-même se serait probablement produite il y a environ 4,5 milliards d'années. Une autre théorie, dite de la capture, avance que la Lune était un astéroïde ou un autre corps errant. Elle se serait formée quelque part dans le système solaire et en passant près de la Terre, aurait été happée par la gravité de notre planète. Sauf qu'il y a un hic. Notre planète et la Lune présentent des similitudes isotopiques et chimiques remarquables. Elles doivent donc avoir une histoire commune, ce qui signifie que la Lune n'a pas pu être créée ailleurs. D'autres experts pensent qu'à un moment donné de son lointain passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière se serait détachée. Elle se serait rapidement mise en orbite autour de notre planète et c'est ainsi que la Lune serait apparue dans le ciel. Mais là encore, il y a un problème. Dans ce cas, le type de minéraux présents sur la Lune ainsi que leurs proportions devraient être les mêmes que sur Terre. Or, il existe de légères différences. La Lune est riche en matériaux qui se seraient formés très rapidement à haute température. Il existe une autre théorie, sans doute la moins passionnante. Elle prétend que le satellite naturel de la Terre pourrait être tout simplement apparu en même temps que la Terre lors de sa formation. Mais aujourd'hui, une question plus pressante préoccupe les astronomes. La Lune est-elle vraiment le satellite de la Terre, ou s'agit-il de 2 planètes jumelles ? La Lune est de taille conséquente par rapport à notre planète. Elle représente environ 1/4 de la taille de la Terre. C'est pourquoi certains experts qualifient notre système planétaire de planète double. Mais à quel point est-ce exact ? Pour le savoir, il faut d'abord définir le mot « planète ». Selon l'Union astronomique internationale, une planète est un corps spatial en orbite autour d'une étoile, suffisamment massif pour avoir une forme presque ronde grâce à sa gravité et qui a dégagé la région autour de sa propre orbite. Maintenant, qu'est-ce qu'un satellite ? Il s'agit d'un corps spatial en orbite autour d'un corps plus grand. Si nous prenons le système Terre-Lune, son centre de gravité appelé le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous vivons dans un système de planètes doubles. D'après cette définition, la Lune est donc le satellite de notre planète. Revenons un peu en arrière, il y a 3 ou 4 milliards d'années. Même si la Lune n'était pas une planète, elle possédait très probablement une véritable atmosphère. Elle se serait formée au moment où de puissantes éruptions volcaniques secouaient notre satellite. Des gaz se sont ainsi répandus sur toute la surface de la Lune, et cela s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. À cette époque, la surface lunaire était constellée de bassins remplis de basalte volcanique. Imagine d'énormes panaches de magma projetés dans les airs, retombant sur le sol et créant des coulées de lave. C'est ainsi que ces bassins de basalte sont apparus à la surface de la Lune. Au retour d'Apollo 11, les scientifiques ont enfin pu mettre la main sur des échantillons rapportés de notre satellite. Ils ont découvert que les coulées de lave y contenaient non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'est élevée pour former cette atmosphère. Elle était la plus dense il y a environ 3,5 milliards d'années et aura persisté pendant environ 70 millions d'années.
Après quoi, elle s'est dispersée dans l'espace. Mais le plus surprenant, lorsque la Lune avait une atmosphère, elle était également 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique suggère même que la Lune était probablement jusqu'à 19 fois plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. La distance qui la séparait de notre planète aurait pu être de 30 000 km. Alors qu'aujourd'hui, notre satellite se trouve à environ 384 000 km. Ainsi, la Lune paraissait beaucoup plus grosse dans le ciel. Mais hélas, à l'époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour admirer la vue. De nos jours, l'atmosphère de la Lune est presque inexistante. C'est pourquoi le satellite ne peut pas se protéger des météorites et la surface de la Lune est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont cachés par la végétation ou recouverts d'eau. Mais si l'on parle de la Lune, leur nombre est bien plus important. Il y en a plusieurs millions, et environ 5000 d'entre eux mesurent plus de 19 km de diamètre. Comme la Lune est géologiquement moins active que la Terre, ces cratères et autres formations anciennes restent en parfait état depuis des siècles. Lorsque tu regardes la Lune, c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Mais en réalité, sa surface est plutôt sombre, car le facteur de réflexion de notre satellite naturel est juste un peu plus élevé que celui de l'asphalte. Tu sais peut-être que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur notre planète en faisant gonfler les océans à la fois du côté le plus proche de la Lune et du côté le plus éloigné. Mais ce n'est pas tout. La Lune ralentit également la rotation de la Terre. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'une journée sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne également de la Terre à la même vitesse que tes ongles poussent. Cela représente environ 4 cm par an. Si un jour la Lune part au loin dans l'espace, notre planète traversera des moments difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saison, à une forte inclinaison capable d'entraîner des conditions météorologiques extrêmes. Même si la surface lunaire est pratiquement inactive, le satellite naturel de la Terre connaît encore des tremblements de lune. Selon une théorie, ces séismes seraient dus au fait que celle-ci rétrécit et que son cœur se refroidit. Les scientifiques affirment que la Lune aurait perdu environ 45 mètres de tour de taille comparé à son gabarit d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pour t'aider à visualiser ça, imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant, et il en va de même pour la Lune. Elle rétrécit et se ride. Mais contrairement au raisin, la Lune n'a pas une peau souple. Sa surface est dure et cassante. Ainsi, à mesure que la Lune rétrécit, la croûte se fissure et se brise, et les morceaux sont repoussés contre les morceaux voisins. Tu veux savoir une autre chose épatante sur la Lune ? Une étude récente affirme qu'elle aurait eu une queue, et chaque mois, celle-ci s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Cette fine traînée est composée de millions d'atomes de sodium, et notre planète passe régulièrement au travers. Ce sont les météorites qui projettent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire jusque dans l'espace. Chaque mois, pendant plusieurs jours, la Lune se trouve entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité terrestre capte cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne en une longue bande qui s'enroule autour de notre atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est également invisible à l'œil humain, soit 50 fois moins lumineuse que ce que nous sommes capables de percevoir. Mais en de rares occasions, de puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. Cette queue ressemble à une trace lumineuse dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Et maintenant, crois-le ou non, mais il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de notre planète. Même s'il n'était pas plus gros qu'une voiture ordinaire, il s'agissait d'un événement important. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, ce n'était que le 2e à orbiter ainsi autour de la Terre. Baptisé 2020 CD3, il aura été notre mini-lune temporaire. Mais il n'est pas resté longtemps dans les parages. L'astéroïde suivait une autre orbite et s'est lentement éloigné. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse bien spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre.
Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou repartent dans une autre direction. As-tu déjà vu l'autre côté de la Lune? Bien sûr que non, mais tu l'as peut-être déjà vu en photo. Dans ce cas, t'es-tu déjà demandé pourquoi ces deux faces ont l'air si différentes? Eh bien, tu vas le découvrir. Beaucoup de gens pensent que si nous ne pouvons pas voir l'autre côté de la Lune, c'est parce qu'elle ne tourne pas autour de son axe. Mais ce n'est pas vrai. La Lune tourne bel et bien. Elle le fait simplement au même rythme que son mouvement orbital. C'est un cas particulier de rotation synchrone. La première fois que nous avons vu la face cachée, c'était seulement en 1959, grâce aux missions soviétiques Luna et plus tard au programme américain Apollo. Lorsque Luna 3 et d'autres vaisseaux spatiaux ont transmis les premières images du côté opposé de la Lune, ils ont révélé un hémisphère beaucoup plus cratérisé qui ressemblait davantage à Mercure ou à Callisto, la lune de Jupiter. C'était complètement différent de ce à quoi l'on croyait jusqu'ici. Et c'est à ce moment-là que nous avons découvert à quel point l'autre côté est vraiment étrange. Sérieusement, regarde ça. La face visible peut se vanter d'avoir une croûte plus fine et plus lisse. Ces magnifiques taches sombres sont appelées mers lunaires. Ce sont les derniers vestiges d'anciennes coulées de lave. Et quand on dit anciennes, on parle de plus de 3 milliards d'années. À l'inverse, la croûte de la face cachée est plus épaisse et les cratères sont plus marqués. Les coulées de lave n'ont presque pas eu d'effet sur ces cratères d'impact. Elle est également dépourvue de toute mer de grande taille. La face cachée ressemble à du fromage blanc séché. Et honnêtement, tu ne trouves pas toi aussi que la face visible est bien plus jolie? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Donc, il y a à peine 50 ans, nous avons appris pour la première fois l'existence de ces différences apparentes. Mais les scientifiques ont ensuite découvert quelque chose d'étrange. Les deux côtés diffèrent jusque dans leur composition géochimique. Et pas seulement dans ce domaine. Notre côté est plus fin que le côté opposé de plusieurs kilomètres. Mais d'où proviennent ces différences considérables sur une simple boule de roche flottante? Pour les scientifiques, c'était un mystère. Ils se sont mis à formuler de nombreuses théories. La théorie de la Lune fondue a été prépondérante pendant un moment. Elle indiquait que c'est à cause de la Terre que notre Lune est ainsi. Cela s'est produit il y a plusieurs milliards d'années. La Lune est née à cause d'une collision. Un jour, un objet de la taille de Mars s'est écrasé sur la Terre. À ce moment-là, un morceau s'en est détaché qui est devenu plus tard la Lune. Cependant, ce morceau était environ 15 fois plus proche de la Terre qu'il ne l'est maintenant. Certains artistes ont créé des images de la soi-disant Lune primitive. Contrairement à notre mignonne petite boule blanche, la Lune primitive avait un aspect étrange de boule écarlate bouillonnante. Ce morceau ne nous a pas quittés après la séparation. Il est entré en rotation synchrone avec nous très peu de temps après. Après la collision, la Terre était encore un enfer incandescent, plein de feu et de lave. Elle bouillait à une température de 2500 degrés Celsius. Et comme la Lune a toujours été tournée vers nous d'un côté, ce côté un peu fondu, cela expliquerait pourquoi la surface de la Lune, ce qu'on appelle le manteau, est plus mince sur le côté proche que sur le côté opposé. Pendant l'ébullition de la Terre, certains éléments se sont évaporés de celle-ci. Ils se sont ensuite déposés sur la Lune. Cela expliquerait la différence de composition géochimique entre les deux faces. Mais il y avait une faille dans la théorie. D'où venaient les éléments chimiques rares et étrangers, comme ces isotopes inhabituels de phosphore, de potassium et de tungstène? Le côté visible en est rempli. Or, ils n'ont pas pu provenir de la Terre. Il existe aussi d'autres théories. L'une d'entre elles avance qu'au départ, nous avions deux toutes petites lunes. Plus tard, elles auraient fusionné, d'où la différence dans leur composition. Mais cette théorie semble un peu farfelue, sans compter qu'elle comporte une faille. Par exemple, la transition entre les deux faces est beaucoup trop douce. Si notre Lune était issue de la fusion de deux petites lunes, cette transition serait plus abrupte. Les scientifiques étaient donc un peu perdus sur ce point. Mais récemment, ils ont enfin compris ce qui est réellement arrivé à la Lune. Et c'est grâce aux orbiteurs Grail de la NASA qui ont passé plus d'1 an à tournoyer autour de la Lune, à la cartographier et à étudier sa composition. Grâce à ces données, les scientifiques ont créé près de 360 simulations informatiques. Celles-ci ont révélé diverses projections d'impact, d'objets de taille variée, voyageant à des vitesses différentes. Les scientifiques ont comparé les résultats avec notre Lune actuelle. Ils ont essayé de déterminer quelle simulation se rapprochait le plus de l'état actuel de notre satellite. Ainsi, ils ont finalement résolu ce mystère vieux de 50 ans. La réponse consiste en une collision avec une planète naine il y a 4,3 milliards d'années.
Cet énorme objet était légèrement plus grand que Cérès, qui est l'une des planètes naines de notre système solaire. Son diamètre est de 933 km, soit à peu près la taille de la France ou de l'Allemagne. Cet objet massif s'est donc écrasé sur la Lune, quelque part près du pôle Sud. Le choc a été si fort qu'il a changé l'aspect de la Lune pour toujours, laissant derrière lui une traînée de 5600 km. Il te faudrait environ 14 heures en avion pour parcourir cette distance. Ce cratère a recouvert toute la face cachée de la Lune. Il a endommagé son manteau et il a créé ce qu'on appelle le bassin pôle Sud Aitken. Il s'agit d'un cratère d'impact dont le diamètre est de 2500 km, soit l'équivalent du Royaume-Uni et de l'Allemagne réunis. La formation de ce bassin a été un événement déterminant dans l'histoire de la Lune, et c'est le deuxième plus grand cratère d'impact du système solaire. La collision a également provoqué une puissante onde chaude qui s'est répandue sur la Lune. Cette vague a dispersé les restes de ces minéraux rares et chauds que les scientifiques ont trouvés sur la face visible. C'est ainsi que notre joli côté est devenu le foyer de ce qu'on appelle Procellarum Creep Terrain ou PKT en abrégé. Il s'agit en fait d'une anomalie de composition, une concentration de potassium, de phosphore et d'autres éléments rares comme le thorium. On peut dire que ces minéraux sont un cadeau pour nous de l'espace profond. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de collisions dans l'histoire de la Lune. Toutes n'ont fait que creuser ce cratère déjà grand. C'est pourquoi le manteau du côté visible est devenu de plus en plus mince au fil du temps. De plus, nos minéraux surdoués ont dégagé beaucoup de chaleur. Le manteau a donc fondu un peu plus, et encore plus. Cela a accidentellement provoqué le réveil des volcans lunaires. L'activité volcanique a augmenté sur le côté proche. D'intenses coulées de lave ont rempli les vieux cratères vides, et c'est ainsi qu'est née la magnifique mer lunaire. C'est à peu près comme ça que tout s'est passé. Toutes ces informations ont été obtenues grâce aux chercheurs des universités de Brown, Purdue et Stanford et du JPL de la NASA. La recherche a été publiée dans le Journal of Geophysical Research, Planets. Tu peux donc la lire plus en détail si cela t'intéresse. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur la Lune. La priorité première est la mission de retour du bassin pôle Sud Aitken. Les échantillons prélevés là-bas seront utilisés pour déterminer plus précisément l'âge de la Lune, son histoire et la nature de la croûte et du manteau. Une autre cible cruciale est Moscoviens. C'est le nom d'une grande plaine de lave sur la face cachée de la Lune. L'étudier nous aidera à mieux comprendre la différence entre les deux faces et nous dira aussi comment l'autre face s'est formée. Toutes ces connaissances sont importantes pour comprendre l'histoire de la Lune, mais c'est aussi très pratique pour l'exploration spatiale en général. Les scientifiques utilisent la Lune comme point de référence pour déterminer l'âge d'autres planètes et de mondes entiers dans l'espace. La Lune nous aide à déterminer la chronologie du développement de l'ensemble du système solaire. Alors reste à l'écoute pour de nouvelles recherches et découvertes passionnantes. Aux dernières nouvelles, Mercure est en train de rétrécir. On pensait pourtant que notre planète était la seule du système solaire à avoir une activité tectonique. Cela signifie que la planète dégage de la chaleur parce que les plaques sous sa croûte bougent, ce qui modifie la surface et finit par faire rétrécir la planète. Mais donc, apparemment, cela se produit aussi sur Mercure. Les chercheurs ont pris des photos de la planète en 2016. Ces photos ont montré des reliefs qui font penser à des falaises. On les appelle des cicatrices de faille. Comme elles sont relativement petites, l'équipe pense qu'elles se sont formées il n'y a pas très longtemps. Ce qui signifie que Mercure se contracte encore, même 4,5 milliards d'années après la formation du système solaire. Mercure a un noyau interne solide et un noyau externe en métal liquide qui l'entoure. Elle est encore en train de se refroidir. D'ailleurs, toutes les planètes telluriques sont encore en train de se refroidir depuis l'époque de leur formation initiale. À mesure que les parties liquides du noyau de la planète deviennent plus solides, la planète se contracte et rétrécit. Comment se fait-il qu'on ne voit pas les planètes scintiller comme des étoiles ? Si tu étais dans l'espace, tu ne verrais pas les étoiles scintiller. Mais depuis la Terre, tu le vois à cause de l'atmosphère. Notre couverture d'air protectrice réfracte la lumière des étoiles, ce qui signifie qu'elle la disperse en zigzag. C'est ce que nous percevons comme le scintillement. Les planètes apparaissent bien plus grosses que de simples têtes d'épingle. Leur lumière fait aussi des zigzags après avoir heurté l'atmosphère de la Terre, mais ces mouvements s'annulent en quelque sorte. C'est pourquoi nous voyons leur lumière de façon stable. Si tu apportais un bloc de plomb sur Vénus, il fondrait comme un bloc de glace sur notre planète.
La température à la surface de Vénus peut atteindre 482 degrés Celsius. Même lorsque les chercheurs y envoient des sondes spatiales, ces dernières ne peuvent pas supporter l'environnement trop longtemps. Par exemple, un vaisseau y a atterri en 1982 et n'a réussi à y rester que 2 heures. Mais une équipe a tout de même obtenu les premières photos en couleur de Vénus et analysé une partie du sol de la planète. Les planètes entrent en collision avec des astéroïdes, des comètes, d'autres planètes et le reste des corps célestes qui se déplacent dans l'espace. Mais les galaxies entrent aussi en collision. La Voie lactée, notre galaxie, se situe à environ 2,5 millions d'années-lumière d'Andromède, notre plus proche voisine galactique. Elles se rapprochent l'une de l'autre à une vitesse de 400 000 km/h. Un jour, c'est inévitable, elles entreront en collision et tout changera. 2 galaxies fusionneront en une seule, toute neuve et unique. Et certaines planètes et étoiles ne survivront pas. Mais selon les prévisions, cela n'arrivera pas avant 4 milliards d'années, ce qui nous laisse pas mal de temps pour nous préparer. La combinaison de la gravité sur notre planète et de la force gravitationnelle de la Lune entraîne des changements dans les marées océaniques. Lorsque tu sautes en l'air, tu es ramené sur la terre ferme à cause de la force invisible qui attire les choses les unes vers les autres et qui s'appelle la gravité. La Lune possède une masse environ 80 fois plus faible que la Terre, mais elle a quand même une force gravitationnelle. Lorsque notre planète tourne, la force gravitationnelle de la Lune influence la partie de la Terre qui est la plus proche d'elle, et elle affecte toute la planète, pas seulement l'eau. Mais la terre ferme est plus dense que l'eau, c'est pourquoi nous ne voyons les effets de la gravité de la Lune que sur l'eau, et les résultats sont les marées. Sur le côté opposé de notre planète, celui qui est le plus éloigné de la Lune et où la gravité de la Lune est la plus faible, la marée est haute car la Lune tire le reste des océans vers elle. À ton avis, quelle est l'odeur de l'espace ? En réalité, tu ne peux pas vraiment la sentir, car ton odorat ne fonctionnera pas dans le vide. Mais les astronautes qui travaillent à bord de l'ISS ont déclaré avoir remarqué un arôme métallique spécifique sur la surface de leur combinaison spatiale après avoir repressurisé le sas. Ils l'ont comparé à l'odeur des fumées de soudure. D'autres éléments dans l'espace ont aussi une odeur spécifique. Par exemple, il y a beaucoup de sulfure d'hydrogène dans l'atmosphère d'Uranus, qui sent donc l'œuf pourri. Vénus et Mars ont une odeur similaire. L'atmosphère de Mercure est assez clairsemée, ce qui signifie qu'elle n'a pas beaucoup d'odeur. Sur Jupiter, cela dépend de l'endroit où tu te trouves dans l'atmosphère. Certaines parties ont des niveaux élevés d'ammoniac, donc tu sentirais quelque chose comme du liquide de nettoyage. D'autres parties ont une odeur d'œuf, mais le reste, les parties avec des niveaux élevés de cyanure d'hydrogène, ont plutôt une odeur d'amande amère. Mais il vaut mieux éviter de prendre une grande bouffée de cet air toxique. Ici, sur notre planète, lorsque tu essaies de fusionner 2 morceaux de métal, tu dois appliquer suffisamment de chaleur pour que le métal atteigne son point de fusion. C'est beaucoup plus simple dans l'espace. Tu n'as pas besoin de chaleur ni d'aucune action pour coller 2 morceaux de métal ensemble pour toujours. C'est ce qu'on appelle la soudure à froid. Cela se produit lorsque les morceaux de métal glissent l'un sur l'autre. Ils ont des couches d'oxyde protectrices qui, sur Terre, les empêchent de fusionner. Mais dans l'espace, ce type de protection disparaît, si bien que les électrons d'un morceau de métal coulent simplement dans l'autre et ils ne font plus qu'un. Il y a des roches provenant de l'espace partout sur la Terre. En 1996, un géologue a trouvé une roche dans le désert du Sahara. Après avoir étudié sa composition, les scientifiques ont réalisé qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant, même sur d'autres planètes ou d'autres météorites. Selon une théorie, cette pierre était même plus ancienne que notre système solaire. Elle avait une composition spécifique d'éléments, probablement caractéristiques de la nébuleuse solaire primitive. Pluton a été rétrogradé du statut de planète à celui de planète naine, en partie à cause d'une autre planète naine appelée Eris, découverte en 2005. Elle a une taille similaire à celle de Pluton, et les astronomes craignaient qu'un trop grand nombre de corps spatiaux qui orbitent autour du Soleil et qui attendent d'être découverts finissent par être classés comme des planètes officielles. Donc, après avoir découvert Eris, ils ont établi de nouvelles normes pour qu'un corps céleste puisse être qualifié de planète. Ronde, en orbite autour du Soleil, avec une orbite dégagée d'objets plus petits, ce ne sont que quelques-uns des critères pour qu'un corps céleste soit considéré comme une planète. Il y a plus de 20 000 débris spatiaux, des déchets créés par les humains, qui tournent autour de notre planète. Et il ne s'agit que des morceaux plus gros qu'une balle de baseball, alors que le nombre réel de débris que les chercheurs suivent est bien plus important, environ 500 000.
Il y a des millions de morceaux tellement petits que nous ne pouvons même pas les suivre. Dans l'espace, les débris peuvent se déplacer à grande vitesse, parfois plus de 28 000 km/h. Cela signifie que même de petits objets comme un éclat de peinture peuvent endommager un vaisseau spatial. La Station spatiale internationale doit donc manœuvrer soigneusement pour éviter ces obstacles. Et il y a un autre problème potentiel, c'est le syndrome de Kessler. Quand il y a autant de débris dans l'orbite basse de notre planète, ils se percutent et se brisent, ce qui entraîne de plus en plus de débris, comme une sorte d'effet domino spatial. L'un des moyens potentiels de résoudre ce problème est d'utiliser des filets qui pousseraient les objets dans notre atmosphère, et on pourrait alors nettoyer au moins une partie des déchets. Neptune a une lune assez intéressante appelée Triton. Elle nous rappelle un peu Pluton de par sa composition similaire, mais elle est aussi en orbite rétrograde. Triton est probablement l'un des objets glacés de la ceinture de Kuiper. La gravité de Neptune l'a vraisemblablement piégé à un moment donné et l'a transformé en sa propre lune, car depuis, Triton est en orbite autour de Neptune, mais dans le sens inverse de la rotation de celle-ci. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Triton, ce sont ses geysers en éruption. Il y a de l'eau sur 2 des lunes de Saturne. La première, Encelade, possède un océan entier composé d'eau salée. Et au vu de certaines molécules organiques complexes, il pourrait même exister des signes d'une certaine forme de vie. Mais ce n'est qu'une théorie que personne ne peut encore confirmer. Titan, l'autre lune, pourrait aussi avoir des signes de vie. Tout endroit dans l'espace qui contient à la fois des composés chimiques contenant du carbone et de l'eau est un foyer potentiel pour une certaine forme d'organisme vivant. Quelle est la planète la plus froide de notre système solaire ? La réponse la plus évidente semble être Neptune, puisque c'est la planète la plus éloignée du Soleil. Mais il s'agit en fait d'Uranus. Elle est 20 fois plus éloignée du Soleil que nous. La température moyenne au sommet de ces nuages, qu'on appelle température de surface dans les géantes gazeuses, puisqu'elles n'ont pas de surface solide, est de moins 193 degrés Celsius. Les planètes qui sont si éloignées du Soleil ne peuvent pas recevoir beaucoup de chaleur. C'est pourquoi une partie de la chaleur provient de leur noyau. De la même façon que le noyau de notre planète est plus chaud que la surface. Mais ce n'est pas suffisant, si bien que Neptune et Uranus sont toutes deux très froides. Neptune a néanmoins du méthane dans son atmosphère. Sur Terre, le méthane est un gaz à effet de serre, ce qui signifie qu'il piège la chaleur comme une épaisse couverture. Uranus a moins de méthane dans son atmosphère, c'est pourquoi elle est un peu plus froide que Neptune, même si Neptune est plus éloignée. En parlant d'Uranus, savais-tu qu'une saison là-bas dure 42 ans ? La planète fait une rotation sur son axe en 17 heures, mais son inclinaison est si prononcée que l'un ou l'autre pôle est toujours dirigé vers le Soleil. Cela signifie qu'une journée au pôle nord de la planète dure 42 années terrestres, soit la moitié d'une année sur Uranus. Donc si tu pouvais aller sur cette planète et te tenir sur son pôle nord, tu verrais le Soleil en permanence dans le ciel. Tu tournerais autour de lui pendant tout l'été, après quoi tu ferais face à 42 ans d'obscurité et d'hiver. Quand tu la vois dans le ciel, elle a l'air ronde, mais la Lune a plutôt une forme ovale, semblable à celle d'un citron. Cette forme aplatie avec un renflement de chaque côté est apparue il y a des milliards d'années lorsque des forces de marée extrêmement chaudes ont façonné sa croûte. Elles ont réchauffé certaines régions plus que d'autres. La gravité de notre planète a contribué à exagérer cette forme de citron au fil du temps. Lorsqu'ils se préparaient à envoyer des missions sur la Lune, certains chercheurs étaient inquiets car il y avait une épaisse couche de poussière sur la surface lunaire. Ils avaient peur que les mers de poussière soient suffisamment molles et épaisses pour engloutir ceux qui y atterriraient. Mais même si la surface est poussiéreuse, cette couche est heureusement trop fine pour causer des complications. Notre Lune n'est certainement pas la plus grande du système solaire. La championne est Ganymède, l'une des 79 lunes qui tournent autour de Jupiter. Mais notre Lune est la plus grande par rapport à sa planète mère. Elle a un diamètre de plus de 3000 km, ce qui représente un peu plus d'un quart de celui de la Terre. La plus grosse lune de Pluton, Charon, a presque la taille de Pluton. C'est pourquoi on dit plutôt qu'il s'agit d'un système de planètes naines double. Combien de temps te prendrait une promenade autour de la Lune ? Lorsque les astronautes d'Apollo y étaient, ils ont réussi à marcher à une vitesse d'environ 2 km/h. En moyenne, tu marches 2 fois plus vite sur Terre, car la force gravitationnelle de la Lune te donne beaucoup moins de traction sur le sol. Mais il faut dire aussi que les combinaisons spatiales que portaient les astronautes n'ont jamais été conçues pour des randonnées sur de longues distances.
En théorie, tu pourrais atteindre la vitesse de 5 km/h avant de devoir t'arrêter pour faire une pause. À ce rythme, pour parcourir les 10 900 km de la circonférence de la Lune, il te faudrait 91 jours si tu marchais sans t'arrêter. Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ? Elle passe par différentes phases chaque mois, en commençant par la nouvelle Lune et en allant progressivement jusqu'à la pleine Lune, pour refaire la même chose, mais en sens inverse. La lumière du Soleil frappe une moitié de la Lune à la fois. Cela lui donne un côté nuit et un côté jour, comme ce que nous avons ici sur Terre. La forme sous laquelle nous voyons la Lune dépend de l'endroit où elle se trouve par rapport au Soleil. Si elle se trouve directement entre nous et le Soleil, la lumière du Soleil ne frappe que le côté que nous ne voyons pas. C'est une nouvelle Lune. Elle apparaît complètement sombre dans cette phase. Mais lorsqu'elle arrive du côté de notre planète qui est opposé au Soleil, son côté jour est complètement tourné vers la Terre. C'est alors que nous voyons une pleine Lune. Après la phase initiale de nouvelle Lune, nous voyons une partie de plus en plus grande de sa surface dans le ciel, tandis qu'elle tourne autour de notre planète. C'est ce que l'on appelle la phase croissante. Dans cette phase, la Lune prend d'abord la forme d'un croissant. Ensuite, quand elle est à moitié pleine, on appelle cela le premier quartier. Puis, elle entre dans une phase de Lune gibbeuse, lorsqu'elle est plus grande que la moitié, mais pas encore pleine. Après avoir atteint la phase de pleine Lune, elle rétrécit de nouveau lentement et passe par les mêmes phases en ordre inverse. Si tu vas un jour sur la Lune, tu verras probablement des empreintes de pas humains. Il est vrai que personne n'y a mis les pieds depuis la dernière mission Apollo en 1972. Et ces traces de pas pourront rester là pendant de nombreuses années, car il n'y a pas d'activité géologique sur la Lune, comme des séismes ou des éruptions volcaniques. Il n'y a pas non plus de vent, de pluie ou d'autres éléments qui pourraient effacer ces empreintes. Mais comment te rendrais-tu sur la Lune ? Les fusées sont probablement la première chose qui te vient à l'esprit. Mais un ascenseur lunaire pourrait être une meilleure option, car voyager dans une fusée est un moyen difficile, coûteux et plutôt dangereux d'essayer d'atteindre la surface lunaire. Pourquoi voudrait-on retourner là-haut ? Il ne s'agit pas seulement de cratères, d'une vue imprenable sur notre planète ou de toutes ces choses uniques que la Lune offre. Elle regorge aussi de ressources comme une forme rare d'hélium que nous pourrions utiliser dans des centrales à fusion sur Terre. Nous pourrions aussi extraire d'autres éléments rares comme par exemple le néodyme et l'utiliser pour les smartphones et autres gadgets. Pour créer un ascenseur lunaire, nous aurions besoin de tendre un câble ancré à la surface de la Lune sur 400 000 km vers la Terre. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le faire arriver suffisamment haut dans l'orbite de notre planète. Il y aurait des navettes robotisées alimentées par l'énergie solaire qui monteraient et descendraient le long du câble. Un peu comme un tapis roulant qui transporterait les ressources rares et précieuses vers notre planète. Le câble serait aussi épais qu'un crayon et pèserait 40 tonnes. Cela semble coûteux à fabriquer, mais un ascenseur lunaire serait très probablement rentabilisé en seulement 53 voyages. La Lune est en mouvement constant. Elle tourne sur son axe et autour de la Terre. Et il faut le même temps à la Lune pour faire une rotation autour de la Terre et une rotation autour de son axe. Au contraire de notre planète, qui tourne sur son axe toutes les 24 heures et fait un tour complet autour du Soleil en 365 jours. La Lune est donc en rotation synchrone à notre planète, c'est pourquoi nous voyons toujours le même côté de notre satellite naturel. Selon une théorie, la Lune s'est probablement formée lorsqu'un gros objet de la taille de Mars a heurté la Terre. Ils sont entrés en collision il y a 4,5 milliards d'années, lorsque le système solaire était encore à ses débuts, qui étaient assez chaotiques. Si cette théorie est validée, environ 60% de la Lune serait composée d'éléments plus légers qui sont également présents dans la couche externe de notre planète. Un heureux concours de circonstances nous permet de voir des éclipses solaires totales depuis notre planète. La Lune a la taille et la distance parfaite par rapport à la Terre pour apparaître de la même taille que le Soleil lorsque nous la regardons dans le ciel. Lorsque la Lune passe entre le Soleil et nous, elle couvre parfaitement le Soleil. De plus, tu peux voir un halo impressionnant qui illumine ses bords. Si elle était plus éloignée de nous ou plus petite, une éclipse solaire donnerait seulement l'impression qu'il y a une tache sur le Soleil. Notre Lune contient de l'eau qui jaillit un peu partout. Il y a là-bas de l'eau renfermée dans de la glace. Certaines molécules d'eau se déplacent à la surface lorsque la Lune se refroidit et se réchauffe pendant la journée.
L'eau reste bloquée à sa surface jusqu'à midi lunaire lorsque le Soleil est au-dessus de la branche supérieure de l'un des méridiens de la Lune. À ce moment-là, une partie de l'eau fond, se réchauffe et se retrouve dans la délicate atmosphère lunaire. Son atmosphère contient aussi quelques gaz inhabituels, notamment du potassium et du sodium. Vénus, Mars et la Terre n'ont pas ces gaz dans leur atmosphère, donc l'eau reste et flotte là jusqu'à ce qu'elle arrive dans une zone plus fraîche. Ensuite, elle se dépose à nouveau à la surface. Il y a une anomalie spécifique sous la surface du pôle sud de la Lune, un blob géant et extrêmement dense de métal logé dans le manteau, et il modifie probablement le champ gravitationnel de la Lune. Personne ne sait comment un blob de métal aussi énorme s'est retrouvé piégé sous la surface lunaire. Il pourrait s'agir de restes de l'astéroïde Fernickel. Il y a 4 milliards d'années, cet astéroïde s'est écrasé sur la face cachée de la surface lunaire et a créé cet énorme cratère nommé bassin pôle Sud-Aitken. Notre satellite naturel rétrécit, son intérieur se refroidit, ce qui fait que la Lune devient plus fine de 45 mètres, tout comme un raisin se plisse lorsqu'il rétrécit. Mais un raisin a une peau flexible, tandis que la croûte de la surface lunaire est fragile. C'est pourquoi elle se brise lorsque la Lune rétrécit et forme ainsi des failles de poussée. Une section de la croûte pousse sur la partie la plus proche. Cela se produit depuis quelques centaines de millions d'années. Ces failles lunaires sont toujours actives. Elles produisent probablement des séismes lunaires car la Lune rétrécit et se refroidit progressivement tout le temps. Certains de ces tremblements de Lune sont forts, environ 5 sur l'échelle de Richter. Pendant leur orbite autour de la Lune, les astronautes ont pris des images d'Ina, un dépôt volcanique assez inhabituel. Ina n'est pas très vieux. Il pourrait s'être formé quelque part entre 3,5 et 1 milliard d'années. Les volcans de la Lune étaient probablement actifs pendant l'ère des dinosaures. Si seulement ces derniers avaient pu inventer les télescopes, ils auraient probablement joui d'une vue magnifique de la lave qui suintait de la surface lunaire de temps en temps. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Il ne correspond pas à l'heure sur notre planète. Une année sur la Lune dure 12 jours. Chaque jour est à peu près aussi long qu'un mois sur Terre. Ces jours ont reçu leur nom d'après les astronautes qui ont marché sur la Lune. Les jours sont divisés en 30 cycles, les cycles sont divisés en heures, minutes et secondes. Le calendrier a commencé lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. Imagine sortir de ta navette spatiale et poser le pied sur la surface de la Lune. Sous tes pieds, le sol est recouvert d'une matière fine qui ressemble à de la poudre. C'est la poussière lunaire. Tu regardes autour de toi et prends une bouffée d'air frais. L'odeur est très différente de celle de l'air sur Terre, mais elle est tout de même agréable. Malheureusement, tout cela est très improbable. Notamment parce que la Lune n'a presque pas d'atmosphère. Le satellite naturel de la Terre est trop petit, moins de 2% de la masse de notre planète. Pour cette raison, son champ magnétique n'est pas assez puissant pour conserver une atmosphère. Même si la Lune en possédait une, les vents solaires la souffleraient immédiatement. Mais si tu pouvais visiter la Lune il y a 3 ou 4 milliards d'années, ce que tu verrais serait très différent. À cette époque, elle disposait très probablement d'une atmosphère. En ce temps-là, notre satellite était parcouru par de puissantes éruptions volcaniques. Des gaz se répandaient sur toute sa surface. Et ça se passait si vite qu'il n'avait pas le temps de se répandre dans l'espace. La surface lunaire était alors couverte de bassins, et ceux-ci étaient remplis de basalte volcanique. Imagine ça, d'énormes panaches de magma s'élançant dans les airs, retombant sur le sol en d'immenses coulées de lave. Voilà comment les bassins de basalte sont apparus sur la surface de la Lune. Au XXe siècle, nos scientifiques sur Terre ont réussi à obtenir des échantillons rapportés de la Lune. Ils ont découvert que dans les coulées de lave lunaire, il y avait non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'était élevée pour former l'atmosphère. Et ils ont découvert que c'est il y a environ 3,5 milliards d'années qu'elle était la plus dense. Et aussi qu'elle a persisté pendant à peu près 70 millions d'années. Après ça, pouf, l'atmosphère s'est évaporée dans l'espace. Mais le plus cool, c'est que lorsque la Lune possédait une atmosphère, notre satellite était 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique a même indiqué que la Lune était peut-être près de 19 fois plus proche de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui.
On pense qu'elle se trouvait alors à quelques 30 000 km, alors que de nos jours, elle se trouve à environ 390 000 km. C'est pourquoi la Lune avait l'air beaucoup plus grosse dans le ciel. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour profiter de la vue. Et moi non plus, je n'étais pas là. En même temps, selon les études les plus récentes, notre Lune aurait bel et bien une atmosphère. Elle est composée principalement d'hydrogène, de néon et d'argon et contient aussi quelques autres gaz rares, comme le potassium ou le sodium. On les trouve, par exemple, dans les atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Malheureusement, une telle atmosphère ne nous convient pas du tout. Nous sommes absolument dépendants de l'oxygène. Mais devine quoi ? Il y a aussi beaucoup d'oxygène sur la Lune. Oui, je sais, tout ça doit te paraître un peu déroutant. Mais le truc, c'est que cet oxygène n'y existe pas sous sa forme gazeuse la plus courante. Non, il se trouve piégé dans la couche de roches et de poussière qui recouvre la surface de la Lune. Cette couche s'appelle le régolithe et il contient près de 45% d'oxygène. Cela veut dire que si l'on était capable d'extraire cet oxygène, nous pourrions vivre sur la Lune ? Pas si vite. L'oxygène contenu dans ces roches est très étroitement lié aux minéraux. Et pour séparer ces éléments, il nous faudrait des tonnes d'énergie et un équipement adapté. Mais si l'on parvenait à amorcer ce processus, la Lune pourrait fournir beaucoup d'oxygène. Il existe une théorie selon laquelle la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et un autre planétoïde. Ce planétoïde devait être plus petit, de la taille de Mars. Cela s'est probablement produit il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon une autre théorie, la Lune était autrefois un astéroïde ou un autre corps vagabond du même genre. Elle se serait formée ailleurs, quelque part dans le système solaire. Et lorsqu'elle est enfin passée près de la Terre, elle a été immédiatement happée par la gravité de notre planète. D'autres experts pensent qu'à un moment donné du passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière s'est détachée. Et ce morceau s'est rapidement mis à tourner autour de notre planète. C'est ainsi que la Lune est apparue dans le ciel. D'après la théorie la moins passionnante, le satellite naturel de la Terre serait simplement apparu en même temps que notre planète au moment de sa formation. Actuellement, la Lune est le 5e plus grand satellite naturel de notre système solaire. C'est aussi l'un des plus denses, juste derrière le satellite de Jupiter, Io. Il est fort probable que la Lune ait un noyau minuscule, pas plus grand que 2% de sa masse totale. Large d'environ 676 km, il est principalement composé de fer et de soufre. La surface de la Lune est sombre, même s'il s'agit de l'objet le plus brillant de notre ciel nocturne. En réalité, sa réflectance est à peine plus élevée que celle de l'asphalte. Tu as peut-être entendu dire que la Lune, ainsi que le Soleil, provoquent des marées dans les océans et les mers sur Terre. En effet, l'attraction gravitationnelle de notre satellite crée ce qu'on appelle la force de marée. Elle fait s'enfler les mers aux endroits qui se trouvent, à tel ou tel moment, les plus proches de la Lune. Ces renflements sont ce que nous appelons les grandes marées. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la Lune fait aussi monter et descendre les roches, comme elle le fait avec l'eau. Bien sûr, cet effet n'est pas aussi visible que le sont les marées océaniques. Mais il est tout de même perceptible. La surface solide de la Terre se déplace d'environ 2,5 cm lors de chaque marée. Non seulement la Lune provoque des marées sur notre planète, mais elle ralentit aussi sa rotation. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'un jour sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne aussi de la Terre à la même vitesse que celle à laquelle poussent tes ongles. Cela représente environ 4 cm par an. Tu devrais vraiment les couper. Si un jour elle s'éloigne dans l'espace, notre planète connaîtra des temps difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence totale d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de saison, à une forte inclinaison, ce qui entraînerait des conditions météorologiques spectaculaires. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, rien ne la protège des températures extrêmes. Il fait incroyablement froid du côté nuit, moins 234 degrés Celsius. Et pendant ce temps, le côté ensoleillé est littéralement en ébullition, avec une température de 121 degrés Celsius. Une autre chose dont la Lune ne peut pas se protéger sans atmosphère, ce sont les météorites. C'est pourquoi la surface du satellite est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui cachés par la végétation ou remplis d'eau. Mais sur la Lune, leur nombre est beaucoup plus important. Il s'élève à plusieurs millions. Et environ 5000 d'entre eux font plus de 20 km de diamètre. La Lune est moins active sur le plan sismique que la Terre. C'est pourquoi ces cratères et autres formations anciennes restent dans le même état pendant des siècles.
Mais même si la surface de la Lune est en grande partie inactive, le satellite naturel de la Terre est quand même secoué de tremblements réguliers. Il se déclenche à plusieurs kilomètres de profondeur. Selon une théorie, il pourrait se produire en raison du rétrécissement de la Lune dû au refroidissement de son intérieur. Les scientifiques disent que la Lune est devenue plus petite d'environ 45 mètres en quelques centaines de millions d'années. Mais comment l'expliquer ? Imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant. Voilà exactement ce qui arrive à la Lune. Elle rétrécit et se froisse. Mais contrairement au raisin, la peau de la Lune n'est pas souple. Sa surface est dure et cassante. Donc, à mesure que la Lune rapetisse, sa croûte se fissure et se brise. Ces diverses parties se chevauchent. Les chercheurs sont presque sûrs que de telles failles sont toujours actives et probablement responsables des tremblements qui secouent la Lune. Certains de ces tremblements sont assez forts, jusqu'à 5 sur l'échelle de Richter. Lorsque tu lèves les yeux vers la Lune, tu vois toujours le même côté de notre satellite. Tout comme notre planète, la Lune tourne autour de son axe. Mais cette rotation dure environ 27 jours. Et c'est exactement ce qu'il faut de temps à la Lune pour tourner autour de la Terre. Ce phénomène s'appelle le verrouillage par effet de marée. Avant qu'on ne commence à explorer l'espace, personne n'avait jamais vu l'autre face de la Lune. On ne savait pas à quoi ressemblait cette face cachée. Alors que la face visible de la Lune est principalement constituée de grandes plaines émaillées de bassins d'impact, sa face cachée est aussi accidentée que cratérisée. La croûte y est plus épaisse, avec moins de traces d'activité volcanique. Au fait, la Lune n'est pas parfaitement ronde, ou sphérique. Elle a la forme d'un œuf. Lorsque tu la regardes, l'une de ses extrémités est toujours dirigée vers toi. Oui, tout droit vers toi. C'est la raison pour laquelle son centre de masse n'est pas son centre géométrique. En réalité, il se trouve décentré d'un peu plus d'1,5 km, comme une balle de golf de mauvaise qualité. Il y a beaucoup d'objets spatiaux tout autour de l'univers. Des étoiles aux planètes, en passant par les satellites, les comètes et les astéroïdes. Mais notre corps céleste le plus proche est la Lune, qui a fait l'objet de nombreuses recherches, théories et même de mythes. En tant que seul satellite naturel et permanent, la Lune figure dans la liste des 10 plus gros satellites de notre système solaire. Elle est située dans un bras spiralé extérieur de la Voie lactée. D'autres planètes de notre système solaire, comme Mars ou Jupiter, ont de nombreuses lunes. Saturne est la planète qui arrive en tête de cette liste, avec un nombre étonnant de 82 lunes, dont 53 ont un nom. Tu veux la liste complète ? Non ? Alors on continue. Notre Lune, avec son rayon moyen de 1737 km, n'est pas la plus grosse lune du système solaire, mais elle est la plus grosse par rapport à la taille de la planète autour de laquelle elle gravite. Ce qui distingue un satellite comme la Lune et une planète n'est pas la taille comme on pourrait le penser. Les plus grandes lunes de notre système solaire sont énormes. Certaines d'entre elles sont même plus grandes que les planètes telluriques. Jupiter possède d'ailleurs plusieurs de ces types de satellites, comme la glaciale Ganymède. C'est la plus grande lune de notre système solaire, plus grande que Mercure et Pluton. Il se pourrait même qu'elle abrite un océan salé souterrain qui pourrait surpasser toute l'eau de la surface de la Terre. Le diamètre de notre Lune est un peu plus grand qu'un quart de celui de la Terre, mais sa masse est 80 fois moins importante que celle de notre planète. Pour te donner une meilleure idée, si tu considères notre planète comme un gros ballon creux, il te faudrait environ 50 lunes pour le remplir. Mais regardons la taille de notre Lune d'un point de vue un peu différent. Comment se compare-t-elle aux États-Unis ? Les États-Unis mesurent 4500 km de large, ce qui signifie que le diamètre de la Lune est plus petit. Il est difficile pour nous de la voir autrement, mais que se passerait-il si notre satellite était 2 fois plus grand ? Eh bien, tout d'abord, nous verrions beaucoup plus d'éclipses solaires. Dans les conditions actuelles, elles peuvent se produire 2 à 5 fois par an, mais 5 fois est plutôt une exception. La dernière fois qu'il y a eu 5 éclipses solaires en un an, c'était en 1935, et il faudra attendre jusqu'en 2206 pour assister au prochain événement de ce type. Le Soleil et la Lune ont l'air d'avoir à peu près la même taille vue d'ici sur Terre, mais tu ne seras pas surpris d'apprendre que l'étoile autour de laquelle nous tournons est gigantesque. Alors si le Soleil était creux, combien de lunes penses-tu qu'il faudrait pour le remplir ? Attends, pas besoin de chercher sur Google. Il faudrait 64,3 millions de lunes, ou environ 1,3 million de Terres. Oui, le Soleil est à ce point énorme. Et tant qu'on en parle, sache qu'il a un diamètre de 1,4 million de kilomètres. Quant à sa masse, eh bien, elle est pas moins de 330 000 fois supérieure à celle de la Terre. Mais qu'est-ce qu'une étoile ?
En termes simples, c'est une boule de matière chaude et brillante, maintenue ensemble par la gravité. La raison pour laquelle elle émet à la fois de la chaleur et de la lumière est sa température très élevée. Les experts appellent les plus petites étoiles des naines rouges en raison de leur taille et de leur couleur. Ce sont aussi les types d'étoiles les plus fréquents dans notre galaxie, certaines d'entre elles étant si minuscules et ternes qu'elles sont invisibles pour les habitants de la Terre. C'est le cas de notre étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri. Notre Soleil est considéré comme une étoile moyenne car sa masse, sa luminosité et son espérance de vie sont moyennes. Il existe aussi des étoiles géantes. Elles sont plus rares, mais plus faciles à voir. C'est pourquoi tu peux supposer sans risque qu'à peu près toutes les étoiles que tu vois après le coucher du Soleil sont beaucoup plus grosses que le Soleil. Mais assez parlé de cela, revenons à la vedette du jour, la Lune, notre seul satellite naturel. L'est-elle vraiment ? Ce n'est peut-être pas tout à fait exact. En 1997, un groupe de scientifiques est tombé sur un astéroïde d'environ 5 km de large qui semblait pris dans l'étau gravitationnel de la Terre. Il ressemblait à un satellite de notre planète. Ils l'ont appelé Cruithne. Il lui faut environ 770 ans pour faire le tour de la planète. Il semble qu'il va rester en état de suspension autour de notre planète pendant encore au moins 5000 ans. La Lune s'éloigne progressivement de nous. Chaque année, elle retient une partie de l'énergie de rotation de notre planète et l'utilise pour s'élever d'environ 4 cm sur sa propre orbite. Si les données dont nous disposons aujourd'hui sont correctes, à l'époque de sa naissance, notre Lune était à environ 22 530 km de nous. La distance actuelle est de 385 000 km. Alors, que se passera-t-il lorsqu'elle s'éloignera complètement ? Eh bien, on cessera de chanter « Au clair de la Lune » et « Fly me to the moon ». Mais surtout, il n'y aura tout simplement plus de marée dans les océans de notre planète et nos nuits deviendront plus sombres. Les saisons seront très différentes, tout comme la longueur de nos journées. D'après les calculs actuels du monde scientifique, cela prendra environ 50 milliards d'années. Donc tu peux attendre un peu avant de faire un stock de lampes de poche. Mais il y a un hic. Notre Soleil devient environ 10% plus lumineux tous les milliards d'années. Donc, il est plus probable que bien avant que la Terre ne se retrouve sans sa Lune, le Soleil les aura déjà avalées toutes les deux. Tes lampes de poche seront encore plus inutiles. Qu'est-ce qui distingue une planète et pourquoi notre Lune n'est-elle pas considérée comme telle ? Après tout, elle est plus grosse que certains autres objets de notre système solaire qui sont, techniquement, des planètes. Pour commencer, une planète est un corps céleste qui fait 3 choses. Elle tourne autour d'une étoile et pas autour d'autre chose. Elle est suffisamment massive pour prendre une forme ronde à cause de sa propre gravité. Et enfin, elle a le pouvoir d'attraper toute la poussière ou les fragments qui se trouvent sur son orbite lorsqu'elle se déplace autour de son étoile. Nous avons établi que la Lune n'était pas en orbite autour du Soleil, mais elle n'est pas non plus en orbite autour de la Terre. Tous deux orbitent autour d'un certain point situé entre elles, appelé leur barycentre. Il se trouve à environ 1600 km sous la surface de la Terre, mais toujours à environ 4800 km du centre de notre planète. Comme ce barycentre se trouve sous la surface de la Terre, nous ne considérons pas la Lune comme une planète. Pour cela, il faudrait que la Lune soit environ 1/3 plus grande et 1/3 plus éloignée, afin que le barycentre soit indépendant de la surface terrestre. La Lune a cependant d'autres caractéristiques semblables à celles d'une planète, ce qui la rend très spéciale dans notre système solaire. Tout d'abord, elle a une croûte, un manteau et un noyau. Elle possède également une géologie assez active, avec des événements comme nos propres tremblements de terre. Là-haut, on les appelle des tremblements de lune. Et maintenant, continuons notre exploration spatiale. Quoi, tu n'entends rien ? C'est normal, car l'espace est totalement silencieux. Comme il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace, le son n'a aucun moyen de voyager pour que tu puisses l'entendre. Tu voudras éviter Vénus si tu souhaites poursuivre ton voyage dans l'espace. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire. Sa température de surface moyenne est d'environ 450 degrés Celsius. On pourrait penser que c'est parce qu'elle est la plus proche du Soleil, sauf que ce n'est pas le cas. On pourrait aussi penser que la planète la plus proche, Mercure, serait la plus chaude. Mais comme cette dernière n'a pas d'atmosphère qui aide à réguler sa température, elle a tendance à avoir de plus grandes fluctuations. Ton calendrier serait aussi très chamboulé sur Vénus, car un jour à sa surface est à peu près aussi long qu'une année sur Terre.
C'est parce que Vénus tourne lentement autour de son propre axe et qu'il lui faut 243 jours terrestres pour accomplir sa propre journée. Si tu faisais une halte sur Mars, sois à l'affût de ces couchers de soleil bleus. Selon les spécialistes de la NASA, il y existe une poussière fine qui rend le bleu près de la partie du ciel où se trouve le soleil beaucoup plus visible sur Mars. Tu aimes les diamants ? Fais tes valises car il existe une planète entièrement faite de diamants et elle fait 2 fois la taille de la Terre. On pense qu'elle est très probablement recouverte de graphite et de diamants. Une combinaison spatiale coûte environ 12 millions de dollars, mais une visite là-bas couvrirait entièrement ses dépenses, tu ne crois pas ? Et si tu n'es pas fan des explorations spatiales et que tu préfères le confort de notre planète, voici une bonne nouvelle pour toi. Il y a plus d'arbres sur Terre qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Nous savons qu'il y a environ 3000 milliards d'arbres sur la planète Terre et entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie.